Quelle est la véritable valeur d'un instant? Pour Albert Langdon, un homme qui pouvait tout acheter, c'était une question à laquelle il avait oublié comment répondre. Il vivait dans une forteresse de richesse, mais son cœur était emprisonné par la douleur et la souffrance silencieuse de son fils, Jay. Il pensait que l'argent était le seul outil qui lui restait. Mais dans le bruit poisseux et chaotique d'un restaurant délabré, sous les lumières fluorescentes crues, une serveuse aux yeux fatigués et aux chaussures usées allait lui révéler un pouvoir qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Elle allait accomplir un acte de bonté simple et instinctif envers son fils. Un acte qui allait démêler un réseau de tromperies et changer le cours de 3 vies à jamais. L'univers d'Albert Langdon était fait de costumes sur mesure, de salles de réunion aseptisées et du bourdonnement discret d'un boursier chantant une berceuse de succès. Son penthouse, au 80e étage de la Langdon Tower, dans le centre-ville de Chicago, offrait une vue panoramique sur la ville, une carte tentaculaire d'atouts et d'opportunités. De là-haut, les gens étaient des fourmis, leurs luttes insignifiantes, leur vie une abstraction lointaine. C'était une perspective qu'il avait cultivée, un détachement nécessaire pour un homme dont les décisions pouvaient faire ou défaire des fortunes. Mais ce détachement était devenu une maladie. Il s'était infiltré de sa vie professionnelle dans sa vie personnelle, le laissant enfermé dans une cage dorée qu'il avait lui-même construite. Cette cage s'était refermée de l'intérieur le jour où il avait perdu sa femme, Elanena. Elle avait été la couleur dans son monde noir et blanc, celle qui comprenait que les véritables richesses de leur vie n'étaient cotées en bourse. Leur fils, Jay, né 2 ans seulement avant l'accident, était le chef-d'œuvre que le couple partageait. Mais Jay était né différent. La paralysie cérébrale lui avait tracé une voie différente. Une voie faite de mouvements incontrôlés, d'un esprit vif et brillant, prisonnier d'un corps qui refusait d'obéir. Après la mort d'Elanena, l'univers d'Albert s'est effondré en 2 zones distinctes. La quête incessante et logique de richesses supplémentaires et le tourbillon émotionnel impuissant que représentait le fait de s'occuper de Jay. Il a recruté les meilleurs, les neurologues pédiatriques les plus réputés, les kinésithérapeutes les plus recherchés, une équipe d'infirmières disponible 24 heures sur 24. L'unité de soins de Jay, située en Attique, était un établissement médical de pointe, dissimulé sous un éclairage tamisé et des fresques murales de dessins animés. Pourtant, malgré tout l'argent investi, c'était un lieu de profond silence. Jay, alors âgé de 8 ans, ne parlait pas. Il communiquait grâce à un ordinateur oculaire sophistiqué, mais le plus souvent, la frustration prenait le dessus, et le silence était rompu par des cris gutturaux de rage et de désespoir. Ces épisodes devenaient de plus en plus fréquents. L'équipe de professionnels, malgré toutes leurs qualifications, traitait Jay avec un détachement clinique. Ils le considéraient comme un patient, un ensemble de symptômes à gérer. Ils faisaient leur travail efficacement, mais ils ne voyaient pas le garçon à l'intérieur. Ils ne voyaient pas l'étincelle d'humour dans ses yeux lorsqu'un personnage de dessin animé tombait, ni la façon dont sa respiration s'adoucissait lorsqu'il entendait le morceau classique préféré de sa mère. Albert le vit, et cela le bouleversa. Un mardi après-midi, le docteur Peterson, un homme au visage aimable et au ton sombre, était assis en face d'Albert, dans son spacieux bureau. Ces crises de nerfs sont la manifestation de son incapacité à contrôler son environnement. Albert, il est violent. Il a besoin de quelque chose de plus, d'un nouveau stimulus, d'une rupture avec la routine. Avez-vous simplement envisagé de l'emmener dans un parc, un restaurant,
Un endroit normal? Normal. Le mot était étranger à Albert. Normal était un environnement stérile, prévisible et sûr. Le monde extérieur était un champ de mines chaotique de surcharge sensorielle. Un restaurant, répéta Albert, le goûtant étrangement. Le bruit, les gens. Il ne peut pas le supporter. Peut-être, dit le docteur Peterson, en ajustant ses lunettes. Ou peut-être l'avons-nous sous-estimé. Peut-être qu'il n'a pas besoin de moins de stimulation, mais de la bonne. Le monde est un vrai désastre, Albert. Peut-être qu'il en a besoin d'un peu, avec toi, pour se sentir en sécurité. L'idée terrifiait Albert. Ce n'était pas la logistique. Il avait une équipe pour ça. C'était la visibilité. L'idée de son fils, son beau et fragile fils, s'effondrant en public sous les étoiles, les murmures, le jugement, était un cauchemar. Mais l'image du visage de Jay, livide et crispé, dans un cri silencieux ce matin-là, était pire. Il devait essayer. Le restaurant s'appelait le Greasy Spoon. C'était tout ce que la vie d'Albert n'était pas. Situé dans un quartier populaire, à des kilomètres de sa tour du centre-ville, l'air était chargé d'une odeur d'oignons frits et de café rassis. Le vinyle des banquettes était craquelé, et le cliquetis des assiettes et les conversations bruyantes étaient un vacarme assourdissant comparé au silence monacal de sa maison. Albert, vêtu d'un simple polo et d'un pantalon, une tenue que son chef de la sécurité, Richard, lui avait préparée, était aussi impressionnant que s'il portait une couronne. Richard était assis dans une banquette, séparé près de la porte, gardien silencieux et vigilant. Robert, l'infirmier spécialement formé, était assis à côté d'Albert, chargé de s'occuper de l'alimentation de Jay. Jay était assis dans un fauteuil, roulant sur mesure, un plateau installé devant lui. Il regardait autour de lui, ses yeux noirs écarquillés, s'imprégnant du chaos. Pendant quelques minutes, il parut fasciné. Il observait un cuisinier retourner des crêpes sur une plaque de cuisson, un léger sourire aux lèvres. Albert ressentit une pointe d'espoir. Peut-être que le médecin avait raison. L'espoir fut de courte durée. Une serveuse laissa tomber un plateau de plats. L'impact fut comme un coup de feu dans l'espace exigu. Le corps de Jay se raidit. Sa tête retomba en arrière et un gémissement sourd s'échappa de ses lèvres. Ses bras, qui reposaient sur son plateau, se mirent à trembler spasmodiquement. Le gémissement s'amplifia, se transformant en un cri aigu d'angoisse. La joyeuse cacophonie des clients s'éteignit. Les conversations s'essoufflèrent. Les têtes se tournèrent. Albert vit les regards qu'il redoutait, l'agacement, la pitié et le pur dégoût. « Tu ne peux pas faire taire cet enfant ?» grommela un homme à une table voisine. Le visage d'Albert brûlait d'un mélange de gêne et de fureur. Robert, l'infirmier, passa en mode clinique. « Tout va bien, Jay. Respire profondément. Utilisons tes outils. » Il essaya de guider la main de Jay vers une balle anti-stress, mais Jay se débattit et la fit tomber par terre. Les pleurs redoublèrent. Albert sentit les murs se refermer sur lui. Il avait envie de crier à tout le monde, de leur dire que c'était son fils, qu'il était beau et parfait. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il voulait juste disparaître. Il fit signe à Robert, d'un geste silencieux, « Sortez-le d'ici tout de suite. » Alors que Robert commençait à déverrouiller le fauteuil roulant, une voix perça l'attention. « Excusez-moi, monsieur. » Albert leva les yeux. Une serveuse se tenait à côté de leur table. Elle semblait épuisée. Des cernes sous ses yeux, et son uniforme en polyester bon marché était délavé. Son badge, coupé de travers, indiquait « Grace ». « Que puis-je faire ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais claire. Elle ne regardait pas Albert. Ses yeux étaient fixés sur Jay.
On s'en va, dit Albert, d'un ton sec et froid. Grace l'ignora. Elle s'agenouilla, se mettant au niveau des yeux de Jay. Ses pleurs se réduisirent à une série de halètements désespérés et tremblants. « Dis donc, beau gosse, dit-elle d'une voix basse et murmurée. C'était un bruit vraiment fort, n'est-ce pas? Ça m'a fait peur aussi. L'agitation de Jay cessa une fraction de seconde, ses grands yeux remplis de larmes fixés sur elle. C'est normal d'avoir peur, continua Grace à le fixer sans jamais le quitter des yeux. Mais tu es en sécurité. Regarde tous ces gens. Ils sont juste en train de déjeuner, et tout ce bruit a déjà disparu. Elle regarda Albert. Aime-t-il être tenu? La question le prit par surprise. Les infirmières tenaient rarement Jay, sauf pour un transfert. Cela ne faisait pas partie du programme de soins. Albert lui-même. À quand remonte la dernière fois qu'il avait vraiment tenu son fils dans ses bras? Pas seulement pour le déplacer, mais pour le réconforter. Le souvenir était douloureusement lointain. Parfois, Albert parvenait à dire « Mais il est difficile. Puis-je » demanda Grace du regard, implorant une permission sincère, pas seulement une autorisation professionnelle. Albert hésita un instant, puis hocha brièvement la tête, presque imperceptible. Grace se déplaçait avec une aisance éprouvée qui trahissait son apparent manque de formation. Elle parlait à Jay tout le temps. « D'accord, mon pote. Je vais te soulever. Allons faire une promenade, une petite aventure, juste toi et moi. » Elle glissa délicatement ses bras sous le dos de Jay et sous ses genoux, consciente de ses membres raides. Elle le souleva de la chaise et au lieu de le tenir à bout de bras, l'attira contre elle, sa tête reposant dans le creux de son cou, son corps contre le sien. Elle était étonnamment forte. Elle se mit à se balancer doucement, fredonnant une mélodie simple et fausse. Ce n'était pas une chanson, juste un son, une vibration basse et douce. Et puis, le miracle se produisit. Le corps rigide de Jay commença à se détendre. Les soupirs tremblants s'apaisèrent, remplacés par une respiration profonde et irrégulière. Ses mains, jusque-là serrées, en poings serrés, se desserrèrent lentement. Il laissa échapper un long soupir doux et enfouit son visage plus profondément dans l'épaule de Grace. Le restaurant, les gens, le bruit, tout s'estompa. À cet instant, il n'y avait que la serveuse et le garçon, se balançant doucement dans une petite bulle de paix. Albert le fixait, le cœur battant la chamade. Les infirmières, avec leurs diplômes, les médecins, avec leurs théories, les thérapeutes, avec leurs dossiers médicaux. Aucun d'eux n'avait jamais fait ça. Aucun d'eux n'avait réussi à contacter son fils en pleine tempête et à le ramener sur la rive. Grace resta là 1 minute entière, fredonnant et se balançant, les yeux fermés. Lorsqu'elle les rouvrit, elle regarda Albert. Un petit sourire fatigué effleura ses lèvres. « Il va bien », murmura-t-elle. Il était tout simplement stupéfait. Elle reposa délicatement le garçon, désormais calme, dans son fauteuil roulant. Jay la regarda, et pour la première fois, à cette heure de la journée, il ne regardait pas à travers quelqu'un. Il la voyait. Il leva une main tremblante et, au prix d'un effort immense, effleura sa joue du bout des doigts. Le sourire de Grace s'élargit. Elle lui tint doucement la main, un instant, avant de la reposer sur le plateau. « Doucement, mon cher, » dit-elle doucement. Elle se leva, son visage retrouvant instantanément son masque de serveuse professionnelle. « Puis-je vous apporter autre chose ou juste l'addition ?» Albert ne put parler. Il était abasourdi. Il fouilla dans son portefeuille, en sortit tout l'argent liquide qu'il avait, plusieurs centaines de billets, et les jeta sur la table. Il se leva, fit un bref signe à Robert pour qu'il pousse sa chaise et quitta le restaurant sans un mot. Son agent de sécurité, Richard,
le suivit. Tandis que les vitres teintées de sa Rolls-Royce se remontaient, le renfermant dans son monde silencieux et stérile, Albert observait Grace à travers la vitre. Elle débarrassait la table, le visage affichant une efficacité fatiguée. Elle n'avait même pas encore regardé l'argent. Mais Albert Langdon ne le regardait pas non plus. Il regardait la femme qui lui avait montré, en l'espace de 3 minutes, sa véritable pauvreté. « Richard », dit-il, la voix rauque d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Monsieur », répondit Richard, « découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cette femme. Elle s'appelle Grace. Je veux savoir où elle habite, qui elle est, ce dont elle a besoin. Tout. »« Bien sûr, monsieur, » répondit Richard, déjà discrètement en train de taper sur son téléphone. Albert appuya sa tête contre le cuir frais. Pour la première fois depuis des années, le bourdonnement du cours de la bourse avait été remplacé par un autre son, le bourdonnement faible et faux d'une serveuse dans un restaurant bon marché. Et il savait, avec une certitude qui le bouleversait profondément, qu'il ne pouvait pas laisser ce son disparaître. Ce soir-là, Grace Alley compta ses pourboires sous la lampe vacillante de son studio exigu. Le total était catastrophique. Après avoir payé sa carte de bus et un petit sac de courses, il lui restait juste assez pour payer les frais de retard sur la facture de sa mère à la maison de retraite. L'argent supplémentaire de cet homme étrange et silencieux en polo l'aidait, mais elle en éprouvait un pincement de culpabilité. Il avait laissé près de 500 $, une somme si importante qu'elle ressemblait plus à une erreur qu'à un pourboire. L'homme semblait s'y hanter. Et son fils, pensé au garçon, lui souleva une douleur sourde à la poitrine. Elle avait déjà vu ce genre de terreur dans les yeux d'un enfant et reconnu l'impuissance des parents. Elle repoussa ses pensées. Elle avait ses propres problèmes. Une montagne de dettes étudiantes pour un programme d'infirmière dans un collège communautaire qu'elle avait dû abandonner lorsque la maladie d'Alzheimer de sa mère s'était aggravée. 2 emplois, serveuse le jour et femme de ménage 3 soirs par semaine, la maintenaient à peine en vie. Dormir était un luxe, et les rêves, une monnaie qu'elle ne pouvait pas se permettre. 2 jours plus tard, alors qu'elle quittait le restaurant, après une journée de travail épuisante de 8 heures, une élégante voiture noire, du genre qu'elle n'avait vue qu'au cinéma, s'arrêta sur le trottoir à côté d'elle. La lunette arrière s'abaissa, révélant un homme en costume élégant à l'expression sévère. « Grace Alley ?» demanda-t-il. Sa voix était polie, mais portait une marque d'autorité indéniable. La première pensée de Grace fut qu'elle avait des ennuis, des agents de recouvrement. « Qui vous demande ça ?» demanda-t-elle en agrippant la sangle de son sac à dos usé. « Je m'appelle Richard. Je suis le chef de cabinet de M. Albert Langdon. Vous l'avez servi, lui et son fils, il y a 2 jours. » Langdon. Le nom était logique. Langdon Tower, le milliardaire. L'homme silencieux au polo n'était pas seulement riche. C'était l'un des hommes les plus riches du pays. Le pourboire de 500 $ prit soudain une signification terrifiante. « Monsieur Langdon aimerait vous parler », dit Richard d'un ton qui ne laissait aucune place au refus. « Il a une proposition à vous faire. Voulez-vous venir avec moi ?» Tout son instinct hurlait à Grace de fuir. C'était ainsi que commençaient les films d'horreur. Mais elle repensa alors à l'avis d'expulsion caché sous un aimant sur son réfrigérateur, à l'air inquiet du médecin de sa mère. Qu'avait-elle à perdre qui ne lui filait déjà entre les doigts? « D'accord, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. L'intérieur de la Rolls-Royce donnait l'impression d'entrer dans une autre dimension. C'était silencieux, à 1000 lieues, des crissements de freins et des klaxons hurlants de la rue.
Il y avait une légère odeur de cuir et autre chose. L'argent. Le trajet, jusqu'à la tour Langdon, était de 20 minutes. Un trajet que Grace passa dans un état d'incrédulité. L'ascenseur privé monta à une vitesse vertigineuse, débouchant directement sur le penthouse. La vue était à couper le souffle, la ville entière scintillant sous leurs pieds comme un tapis de diamants. L'appartement était spacieux, minimaliste et froid. On s'y sentait plus comme dans une galerie d'art moderne ou un musée que comme chez soi. Et là, encadré par une baie vitrée, se tenait Albert Langdon en costume sur mesure. Il n'était plus seulement un homme hanté dans un restaurant, c'était une force de la nature intimidante. « Mademoiselle Ali, merci d'être venue », dit-il d'une voix solennelle. Jay était là aussi, dans son fauteuil roulant, à côté d'une femme en uniforme impeccable et amidonné. La femme regardait Grace avec un dédain évident. Les yeux de Jay, cependant, brillaient de reconnaissance. Il émit un petit son joyeux et se balança légèrement sur sa chaise. L'expression sévère d'Albert s'adoucit presque imperceptiblement lorsqu'il regarda son fils. « Comme tu peux le voir, » dit-il, en se tournant vers Grace, « mon fils se souvient de toi. »« Bonjour, Jay, » dit Grace, son sourire naturel dissipant sa nervosité. Elle s'agenouilla à sa hauteur, comme elle l'avait fait au restaurant. « Contente de te revoir. » La main de Jay tressauta et il lança de nouveau une voix claire et joyeuse. « Je vais être franc, Madame Ali, » commença Albert en se détournant de la fenêtre. « J'ai dépensé des millions pour les meilleurs soins pour mon fils. J'ai une équipe de spécialistes. Pourtant, en 2 minutes, vous avez accompli ce qu'il n'avait pas pu faire depuis des années. Vous lui avez apporté la paix dans une période de détresse extrême. » Il fit un geste autour de la pièce opulente. « Je peux tout lui apporter, sauf ce dont il a vraiment besoin. Ce lien. Vous l'avez. » Grace se leva, sentant ses joues s'empourprer. « Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai juste… » « C'est tout, » interrompit Albert. « Vous n'avez rien fait de classique, c'était instinctif. Humain. Je veux vous embaucher, Madame Ali, pas comme infirmière ou thérapeute. Je veux vous embaucher pour être l'accompagnatrice de Jay. » Il dit un salaire. C'était un montant si élevé que Grace crut avoir mal compris. C'était plus que ce qu'elle avait gagné en 10 ans. Son esprit tournait. Elle pourrait rembourser ses dettes, elle pourrait emmener sa mère dans le meilleur établissement de santé de l'État. Elle pouvait enfin respirer. Mais l'offre semblait trop belle pour être vraie. Il devait y avoir un piège. « Monsieur Langdon, je ne suis pas qualifiée. Je suis serveuse. J'ai abandonné mes études d'infirmière. Vos qualifications ne m'intéressent pas, vos résultats non plus. Je vous ai observé avec lui. Il n'y avait aucune peur, aucun détachement clinique. Il y avait de l'empathie. » À ce moment-là, une autre femme entra dans la pièce. Elle était impeccablement vêtue. Son visage était un masque de condescendance sculpté. Elle semblait avoir la soixantaine avancée, avec des traits anguleux et un regard encore plus anguleux. « Albert, mon cher, » dit-elle. « Richard m'a dit que vous aviez amené la serveuse ici. » Elle lança à Grace un regard dédaigneux. « Vous n'êtes sûrement pas sérieuse. » La mâchoire d'Albert se serra. « Brenda, voici Mademoiselle Ali. Madame Ali, voici Brenda Caldwell, ma belle-sœur, la sœur de ma défunte épouse. »« Enchantée, » dit Brenda, bien que son expression indiquât exactement le contraire. Elle se tourna vers Albert, baissant la voix, jusqu'à un murmure conspirateur, mais que Grace pouvait facilement entendre. « Albert, pour l'amour du ciel, c'est une inconnue au restaurant. Tu ne sais rien d'elle. C'est peut-être une arnaqueuse, une croqueuse de diamants. Tu ne peux pas confier Jay à un parfait inconnu, surtout quelqu'un de son milieu. » L'insulte la blessa, mais Grace garda une expression neutre.
Elle avait l'habitude d'être rabaissée. « Assez, Brenda, » dit Albert d'une voix dangereusement basse. « C'est ma décision, » dit Albert. Brenda soupira théâtralement. « Je ne vois Jay que comme sa tante et sa marraine. Et la nena aimerait qu'il soit entouré de professionnels, pas de personnes charitables. » Elle lança un dernier regard noir à Grace avant de se tourner vers Jay. « Viens, mon cher. On va te sortir de cette situation désagréable. » Elle commença à pousser son fauteuil roulant, mais Jay résista et laissa échapper un léger gémissement en regardant Grace. Ce petit geste de défi sembla consolider la décision d'Albert. « L'offre tient, mademoiselle Ali. Mes avocats rédigeront un contrat pour vous. Vous aurez une suite ici dans la tour. Tous vos frais seront pris en charge. Votre seule tâche sera de passer du temps avec Jay, lui parler, lui lire des histoires, être avec lui, refaire ce que vous faisiez dans ce restaurant. » L'esprit de Grace était en ébullition. C'était une bouée de sauvetage, un fantasme qu'elle n'avait jamais osé envisager. Mais la présence de Brenda Caldwell était un signal d'alarme retentissant. Elle s'engageait dans une fosse aux serpents. Pourtant, l'image du sourire effacé de sa mère dans cet endroit terne, une maison de retraite sous-financée, lui traversa l'esprit. Pour elle, elle pouvait tout supporter. « Il y a une condition, » dit Grace, trouvant un peu de courage. Albert haussa un sourcil. « Dis-le. J'ai besoin de pouvoir voir ma mère. Elle habite une maison à Elmwood Park. J'irai tous les dimanches. » Albert hocha la tête. « Ce sera arrangé. Tu auras une voiture avec chauffeur à ta disposition. » Et ce fut ainsi. En l'espace d'1 heure, Grace Ali passa du statut de serveuse inquiète des frais de retard à celui de compagne grassement payée du fils d'un milliardaire. Lorsqu'elle signa le contrat plus tard, dans la semaine, la plume de l'avocate lui paraissant lourde et maladroite dans la main, elle ne put s'empêcher de penser qu'elle donnait bien plus que son temps. Elle sentait l'ombre de Brenda Caldwell planer sur tout l'arrangement, et elle savait que cette cage dorée, malgré tout son confort, comportait ses propres dangers. Sa vie avait changé, mais l'histoire était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer. Les premières semaines furent un mélange déroutant de luxe surréaliste et de travail méticuleux. La nouvelle demeure de Grace était une suite de 3 pièces, avec une vue qui lui donnait le vertige chaque fois qu'elle regardait par la fenêtre. Les vêtements de son placard avaient été remplacés par une garde-robe soignée par un personal shopper. Les plats préparés par un chef privé étaient de l'art sur un plateau. Mais tout cela n'était qu'un bruit de fond. Son univers se réduisait à la taille d'un petit garçon. Son approche était simple. Elle traitait Jay non pas comme un patient, mais comme une personne. Elle apprit le langage complexe de l'ordinateur oculaire, mais aussi celui de ses soupirs, de ses grognements et des subtiles variations de sa tension musculaire. Elle découvrit qu'il aimait l'odeur de la pluie, la sensation du velours et la musique de David Bowie. Elle lui lisait non seulement des livres pour enfants, mais aussi des chapitres du Hobbit, interprétant chaque partie avec des voix dramatiques qui le faisaient rire, un son sec et haletant qui était la plus belle musique qu'elle ait jamais entendue. Elle l'emmena dans le jardin privé sur le toit, un sanctuaire luxuriant et humide, et le laissa toucher la mousse douce et les fleurs parfumées. Elle lui mit un casque et lui fit écouter de la musique, observant son corps se balancer sur la chaise au rythme. Pour la première fois, le monde de Jay s'étendait au-delà des tapis de thérapie et des dossiers médicaux. Albert observait tout cela de loin, en observateur silencieux et pensif. Il voyait les changements chez son fils. Les crises s'apaisèrent, remplacées par une vigilance nouvelle et sereine. Jay utilisait davantage son appareil de communication, tapant des mots isolés, drôles, Grace,
joyeux. Chaque mot était un coup de massue dans le cœur d'Albert. Il se surprit à avoir des conversations avec Grace, d'abord forcées, puis plus naturelles. Il lui demandait comment s'était passée sa journée, et elle la partageait avec un enthousiasme vibrant et contagieux. Elle ne se contentait pas de lui raconter son état, elle lui racontait des histoires. « Il adore le passage où Bilbon déjoue les trolls », disait-elle, les yeux brillants. Je crois qu'il se reconnaît un peu en Bilbon. Petit et sous-estimé, mais plus intelligent qu'on ne le pense. Albert commença à les rejoindre pour de courts moments, puis de plus longs. Il s'assit par terre avec Grace pendant qu'elle lisait, ressentant la gêne d'un étranger dans sa propre maison. Il réapprenait à être un père, et pas seulement un soutien de famille. Mais à chaque pas en avant, Brenda Caldwell était là, essayant de les faire reculer de 2 pas. Brenda était une présence toxique constante. Elle apparaissait sans prévenir, ses talons hauts claquant sur le sol en marbre comme un avertissement. Elle traitait Grace avec un mélange corrosif de condescendance et de méfiance. « On est toujours là ?» demandait-elle à Grace, son sourire teinté de rouge à lèvres. « J'apprécie la vue. J'espère que tu ne te sens pas trop à l'aise. » Elle essayait constamment de discréditer Grace devant Albert. « J'ai remarqué que vous lui lisiez ces absurdités, Madame Ali. Ne pensez-vous pas qu'un sujet plus instructif serait approprié? Peut-être un documentaire sur l'économie. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre les affaires familiales. » Il riait, répondait Albert d'un ton neutre, interrompant la conversation. Les attaques de Brenda devinrent plus insidieuses. Elle commença à semer le doute. « Je vous ai vu au téléphone tout à l'heure, Albert, » dit-elle en souriant. « À qui envoie-t-elle des SMS? A-t-elle un petit ami? Tu devrais demander à Richard de faire une enquête plus approfondie. Les gens comme elle peuvent être traîtres. » Un après-midi, Grace aidait Jay avec sa kinésithérapie, une série d'étirements doux. Brenda entra, l'air horrifié. « Qu'est-ce que tu lui fais ?» haleta-t-elle. « Tu n'es pas kinésithérapeute. Tu pourrais le blesser. C'est exactement ce dont je t'avais prévenu, Albert. Elle représente un risque. » Grace expliqua calmement qu'elle ne faisait que les exercices que lui avait montré l'équipe du docteur Peterson. Mais Brenda avait déjà semé la graine. Plus tard, Albert demanda calmement à Richard de confirmer l'histoire de Grace auprès de l'équipe thérapeutique, ce qu'il fit. Albert fut soulagé, mais Grace ressentit un pincement au cœur. La confiance entre eux était encore fragile. Le véritable tournant eut lieu 1 mois plus tard. La défunte épouse d'Albert, Elanena, possédait une collection de bijoux exquis. Il les conservait dans un coffre-fort de son bureau, un sanctuaire sacré pour ses souvenirs. L'un de ses bijoux les plus précieux était un collier de saphir et de diamants, offert pour son premier anniversaire. Brenda alla voir Albert un soir, le visage affublé d'une angoisse feinte. « Albert, je ne veux pas t'inquiéter, mais je cherchais une photo d'Elanena tout à l'heure et je suis entré dans le bureau. Le coffre-fort était légèrement ouvert. » Albert sentit son sang se glacer. Lui, Richard et Brenda entrèrent dans le bureau. L'immense porte en acier n'était pas complètement verrouillée. À l'intérieur, tout semblait à sa place, jusqu'à ce que Brenda pousse un petit cri théâtral. « Oh non, Albert, le collier d'Elanena, celui en saphir, il a disparu. » La panique s'empara d'Albert. Il le chercha frénétiquement, mais il était introuvable. Le collier n'était pas seulement précieux, il était irremplaçable. C'était Elanena. Il n'y a qu'une seule explication, dit Brenda d'une voix basse et grave. C'est elle, la serveuse. Qui d'autre? Elle est là depuis des semaines, à observer, à attendre. C'était son plan depuis le début. Gagner ta confiance et te dévaliser. C'est une accusation grave, Brenda, dit Albert. Mais le doute qu'elle nourrissait depuis des semaines commença à germer. Il se souvint de ses avertissements.
Elle pourrait être une arnaqueuse. Il pensa au milieu défavorisé de Grèce. La tentation devait être énorme. Réfléchis grec, Albert. Elle a accès à tout le pantouse. Elle t'a vu ouvrir ce coffre-fort la semaine dernière pour prendre la montre d'Elanena. Elle est intelligente. Elle joue le rôle d'une aide-soignante dévouée. Mais tout ce n'est qu'une comédie. Albert était en ébullition. Son instinct, cette voix froide et cynique qui l'avait guidé dans ses affaires pendant des décennies, lui criait que Brenda avait raison. C'était l'explication la plus logique. Mais l'image de Grèce tenant jet dans ses bras au restaurant, son sourire patient pendant qu'elle lui faisait la lecture, lui échappa. Les deux réalités ne pouvaient coexister. Il avait besoin de preuves. Richard, ordonna-t-il d'une voix ferme. Fouillez les appartements de Madame Ali maintenant. Richard parut mal à l'aise. Monsieur, êtes-vous sûr? Faites-le, aboya Albert. Grèce était avec Jay dans le jardin lorsque Richard et deux autres agents de sécurité entrèrent dans sa suite. Elle fut alertée par la gouvernante en chef, Maria, une femme d'un certain âge et bienveillante qui s'était prise d'affection pour elle. Grèce retourna précipitamment dans ses appartements et les trouva systématiquement, mis sens dessus-dessous. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle, le cœur battant la chamade. Richard refusa de la regarder dans les yeux. Les ordres de M. Landen, Madame Ali. Ils fouillèrent ses tiroirs, son armoire, sous son matelas, puis la poche latérale du sac à dos usé qu'elle avait apporté en premier, un sac qu'elle n'utilisait presque plus. L'un des gardes sortit le collier de saphir brillant. Il reposait sur le lit, scintillant sous les lumières, symbole de tout ce dont on l'accusait. Grèce le fixa du regard, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. « Je n'ai jamais vu ça de ma vie, » balbutia-t-elle. « Je ne sais pas comment c'est arrivé là. » Mais ces mots sonnaient faibles, pathétiques, exactement ce que dirait une personne coupable. Quelques instants plus tard, elle se tenait dans le salon, face à Albert. Brenda se tenait à ses côtés, une expression de triomphe justifiée. J'ai été garé non loin, les yeux écarquillés de confusion et de peur, percevant la tension. « Alors c'est bien ce que tu es ?» dit Albert d'une voix étrangement calme. Il brandit le collier. Tout ça, la gentillesse, l'affection, tout ce n'était qu'un mensonge. Une longue mascarade pour en arriver là? Non, murmura Grèce, les larmes aux yeux. Je jure que je ne l'ai pas pris. Je ne le ferai jamais. S'il te plaît, crois-moi. Te croire? Ricana Albert, la voix amère. Je le voulais. Je le voulais vraiment. Tu m'as fait croire à autre chose qu'à la suspicion et au cynisme. Tu as été ma seule erreur de jugement. Et c'est le prix à payer. Albert, c'est une vulgaire voleuse, interrompit doucement Brenda. Tu devrais appeler la police. La faire arrêter. Non, s'écria Grèce, le regard suppliant vers Albert. Monsieur Landen. Albert, regardez, Jay. Vous savez que ce que nous avons est réel. Vous le saviez. Jay, secoué par la scène, se mit à gémir, le corps tendu. Il se mit à taper frénétiquement sur son appareil de communication. Grèce? Non. Grèce? À la maison. Albert regarda son fils, sa résolution vacillant un instant. La douleur dans les yeux de Jay était indéniable, mais l'épreuve dans sa main semblait si réelle. La trahison était une douleur physique vive et profonde. « Faites vos bagages » dit Albert d'une voix de pierre. « Richard va vous raccompagner. Vous avez 1 heure. Soyez reconnaissante que je n'appelle pas les autorités. Maintenant, laissez-moi tranquille. » Il lui tourna le dos. Un rejet final et brutal. Grèce resta figée, le monde s'écroulant autour d'elle. Elle avait été si près d'échapper à son ancienne vie, si près d'un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Maintenant, tout avait disparu, détruit par un mensonge. Alors qu'elle marchait vers ses quartiers, les jambes engourdies, dépassant le sourire triomphant de Brenda Caldwell, elle croisa le regard de Jay. Ses yeux étaient remplis de larmes et elle eut la même terreur impuissante qu'il avait ressentie au restaurant. Mais cette fois, c'était elle qu'il portait. Cette fois, personne n'était là pour le soutenir et lui dire que tout irait bien. L'heure que Grèce reçut lui sembla à la fois une éternité et un instant. Elle se dépêcha de jeter ses rares affaires d'origine dans son sac à dos usé. Les vêtements de marque et les articles de toilette coûteux faisaient partie d'une vie qui n'était plus la sienne. Un rêve dont elle avait été brutalement réveillée. La gentille gouvernante, Maria, entra et l'aida silencieusement à plier quelques affaires, le visage empreint de compassion. « Je n'y crois pas, Mija », murmura Maria en posant une petite liasse de billets dans la main de Grèce. Cette femme, Brenda, a une langue de serpent. Fais attention. Grèce ne put qu'acquiescer, la gorge trop serrée pour parler.
Son esprit n'était pas concentré sur l'injustice ou la fortune perdue. Il était concentré sur Jay. Elle entendait ses cris d'angoisse résonner faiblement dans le salon, un son qui lui déchirait l'âme. On l'arrachait à lui, on la traitait de voleuse, et elle ne pouvait rien faire. Lorsque Richard vint l'escorter jusqu'à l'ascenseur de service, elle s'arrêta à l'entrée du salon. Albert lui tournait le dos, les yeux fixés sur les lumières de la ville. Brenda tenta de calmer Jay d'un geste maladroit et clinique. « Tais-toi, Jay, la méchante femme s'en va. Tante Brenda est là. » Jay lutta contre son contact, ses cris devenant de plus en plus frénétiques. Il tapait un seul mot à plusieurs reprises sur l'écran, appuyant sur la touche avec des mouvements brusques et désespérés. « Grace, Grace, Grace. » Le cœur de Grace se brisa. Elle plongea son regard dans celui d'Albert, dans le reflet de la vitre. Pendant un bref instant, elle ne vit pas de la colère, mais un conflit profond et angoissant. Puis son expression se durcit, et le masque du milliardaire froid reprit sa place. Richard la guida doucement, et les portes de l'ascenseur de service se refermèrent, la laissant à jamais hors de la cage dorée. De retour aux Pentouses, un silence désolé régnait, ponctué par les sanglots persistants de Jay. « Bon, voilà, » dit Brenda d'un ton définitif. « Bon voyage. Maintenant, on peut revenir à la normale et engager un vrai professionnel certifié. » Albert ne répondit pas. Il se dirigea vers son fils. Jay refusa de le regarder, le visage enfoui dans son épaule, son petit corps tremblant. Le mot « Grace » clignotait toujours à l'écran. Quelque chose clochait. Profondément, fondamentalement. La réussite commerciale d'Albert reposait avant tout sur une chose, savoir lire les gens. Il vit l'avidité, la tromperie et le désespoir dans leur salle de réunion. Le désespoir de Grace semblait authentique. Son choc à la vue du collier était trop intense pour être simulé. Et Jay, un enfant de son âge, ne pouvait feindre un tel attachement, une telle tristesse. Il regarda le collier dans sa main. Puis il regarda Richard, qui était revenu et se tenait silencieusement près de la porte, l'expression indéchiffrable mais inquiète. « Richard » dit Albert doucement. « Quand vous avez fouillé sa chambre, où était exactement le collier ?»« Dans la poche latérale de son vieux sac à dos, monsieur. Celui avec lequel elle est arrivée. Avait-elle l'air d'utiliser souvent ce sac ?» Richard marqua une pause. « Non, monsieur. Il était au fond du placard, recouvert d'une fine couche de poussière. On aurait dit qu'il n'avait pas été touché depuis son emménagement. » Le détail était infime, mais c'était une faille dans le fondement de sa certitude. Pourquoi un voleur cacherait-il un collier inestimable dans un sac poussiéreux et oublié? Pourquoi pas dans un endroit plus chic? Ou pourquoi ne pas le sortir immédiatement du bâtiment? Et le coffre-fort? Poursuivit Albert, l'esprit bourdonnant. Quel est le protocole du bureau? Nettoyé quotidiennement par le personnel habituel, monsieur. Mais Maria est la seule à épousseter près de votre bureau. Le protocole de sécurité est clair. Personne n'entre dans votre bureau sans votre permission explicite. Personne? Insista Albert. Personne, monsieur, confirma Richard. Sauf vous, et la famille. Le mot resta en suspens. Albert jeta un coup d'œil à Brenda, qui consultait maintenant son téléphone, l'air ennuyé maintenant que le drame était terminé. Brenda, dit-il soudain, tu as dit être allé au bureau chercher une photo d'Ella Nena. Laquelle? Brenda parut surprise. Oh, juste une de nous deux en vacances en Grèce. Je pensais que ça pourrait remonter le moral de Jay. Et le coffre-fort était ouvert. Tu es sûr? Oui, bien sûr, dit-elle, une pointe d'insolence dans le ton. Je te l'avais bien dit. Albert entra dans son bureau, suivi de Richard. Il se dirigea vers son bureau où un cadre photo numérique affichait des centaines de photos d'Ella Nena. Les photos sont toutes numérisées. Brenda, on n'a pas eu d'album photo physique depuis des années. Tu le sais bien. Il se tourna vers elle, les yeux brillants. Tu as menti. Pourquoi es-tu venu dans mon bureau? Le sang-froid de Brenda finit par se dissiper. Une lueur de panique traversa son visage. J'ai dû oublier qu'elles étaient numérisées. Je m'inquiétais juste pour le coffre-fort. Comme c'est pratique, dit Albert d'une voix douce et menaçante. Il se tourna vers le chef de la sécurité. Richard, je veux des images de sécurité du couloir devant ce bureau des dernières 48 heures, à chaque seconde. Albert, c'est ridicule, protesta Brenda. Vous n'allez pas m'interroger. C'est votre propre famille. Le système n'enregistre que toutes les 48 heures, dit Richard d'une voix calme. Si on veut faire ça, il faut le faire maintenant. Une demi-heure plus tard, ils étaient tous les trois dans la salle de vidéosurveillance.
Richard fit avancer les images avec habileté. Ils assistèrent à des heures de vide où Maria rangeait et partait rapidement. Puis, à 2h17 la veille, une silhouette apparut. C'était Brenda. Elle scruta le couloir vide avant d'utiliser une carte magnétique pour entrer dans le bureau. Elle y resta près de 10 minutes. L'enregistrement était muet, mais ses actions étaient claires. Lorsqu'elle ressortit, elle jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle avant de s'enfuir. « Avez-vous une carte magnétique pour mon bureau ?» demanda Albert d'une voix d'un calme absolu. « Ella Nena me l'a donnée il y a des années pour les urgences. » balbutia Brenda, le visage pâle. Je vérifiais juste. À 2h du matin, la voix d'Albert s'éleva. « Après que tu aies menti sur la raison de ta présence ?» Richard, y avait-il une caméra dans le couloir de Grèce? Il y en avait une. Ils changèrent d'image. À 15h05, ils aperçurent Brenda à nouveau glisser dans le couloir résidentiel silencieux. Elle s'arrêta devant la suite de Grèce, utilisant une autre carte magnétique, une carte de nettoyage principale. Elle resta à l'intérieur moins d'1 minute. Lorsqu'elle ressortit, ses mains étaient vides. Elle avait placé le collier. La vérité frappa Albert avec la force d'un coup physique. La tromperie, la pure malice calculée. Ce n'était pas un escroc qu'il avait laissé entrer chez lui. C'était sa propre famille, la sœur de sa femme. « Pourquoi ?» murmura-t-il en se tournant vers Brenda, maintenant acculée dans un coin, le visage empreint de terreur. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La façade soigneusement construite de Brenda s'effondra en larmes hideuses et pleines de ressentiment. « À cause de lui !» hurla-t-elle en pointant un doigt tremblant vers l'écran de la chambre de jet. « À cause de tout ce que tu as investi en lui. Ella Nena est partie, et tout ce qui compte pour toi, c'est ce garçon brisé, la fortune des Landen, l'héritage. Tout devrait être géré par la famille, par moi. Je devrais être celle qui le guide, qui t'aide à l'élever correctement. » Puis elle est apparue, la petite sainte du caniveau. Tu t'es mis à la regarder, à l'écouter. Tu lui donnais l'influence qui m'était due. Je devais m'en débarrasser. Je devais te montrer qui elle était vraiment. La confession, crue et venimeuse, emplit la pièce. Albert ne ressentit qu'un dégoût froid et vide. Il était aveugle. Sa douleur et son cynisme faisaient de lui la cible idéale pour son venin. Il fit confiance au serpent et chassa celle qui avait fait preuve d'une sincère bonté envers son fils. Il regarda Richard. « Trouve-la. Trouve Grèce maintenant. Utilise toutes les ressources à notre disposition. Peu importe ce que ça coûte. Ramène-la. » Il se tourna ensuite vers Brenda, l'air si froid et furieux qu'elle tressaillit. « Sors de là, dit-il. Sors de mon immeuble et de ma vie. Les avocats te contacteront. Ella Nena était peut-être ta sœur, mais tu n'es plus de ma famille, ni pour moi ni pour mon fils. Si tu t'approches de nous à nouveau, j'utiliserai ces images pour te ruiner. » Retrouver Grèce ne fut pas chose facile. Elle n'était pas retournée à son appartement. Elle n'avait pas utilisé ses cartes bancaires. Elle avait tout simplement disparu, engloutie par la ville qu'elle avait en cherché à fuir. Pendant 2 jours d'agonie, Albert vécut dans un enfer qu'il avait lui-même créé. J'ai refusa de manger, refusa d'interagir. Il resta assis sur sa chaise, apathique et silencieux, le regard éteint. Albert s'assit à ses côtés, lui parlant, s'excusant auprès de son fils et de la pièce vide, mais le silence était sa pénitence. Finalement, Richard trouva une piste. Grâce aux images des caméras de circulation, il repéra le taxi que Grèce avait pris jusqu'à une gare routière. Elle fut déposée devant la résidence pour personnes âgées Bright Horizon à Elmwood Park. Albert s'y rendit, la Rolls-Royce, symbole grotesque de son échec sur le modeste parking. Il trouva Grèce assise près du lit d'une femme âgée, le regard vide. Grèce lui tenait la main, fredonnant la même mélodie douce et fausse qu'elle avait fredonnée à Jay. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, et ses yeux étaient rouges et tirés, ne trahissant aucune surprise, seulement une profonde tristesse, épuisée. « Mademoiselle Ali », commença Albert d'une voix brisée. « Grèce, vous ne devrez pas être ici, monsieur Landen, » dit-elle doucement, sans quitter sa mère des yeux. « Je sais ce qui s'est passé, » dit-il en s'approchant d'un pas. « Je sais que c'était Brenda. Elle t'a piégé. J'ai la preuve. Elle est partie. Grèce, je l'ai mise à la porte. » Grèce le regarda enfin. Une larme coula sur sa joue. « Et c'est censé tout arranger? Tu ne m'as pas cru. Tu m'as regardé et tu as vu une voleuse. » J'avais tort. Il prononça les mots qui lui avaient coûté plus cher que n'importe quel contrat à $1 milliard. J'ai été un imbécile. Ma fortune, mon passé, ça m'a appris à me méfier de tout le monde. Je l'ai laissé m'empoisonner l'esprit parce qu'il était plus facile de croire à la tromperie qu'à l'authenticité. Je suis tellement,
tellement désolé. Il s'arrêta en pleurant. Je ne suis pas ici pour te demander pardon. Je ne le mérite pas. Je suis ici pour supplier Jay. Il a besoin de toi. Il est en train de se perdre. Grace, je peux lui donner le meilleur remède au monde, mais tu es la seule à pouvoir lui donner une raison d'aller mieux. S'il te plaît, rentre à la maison. Le mot flottait entre eux. À la maison. Grace regarda l'homme puissant et brisé devant elle puis sa mère, perdu dans le brouillard de son esprit. Elle avait passé sa vie à prendre soin des autres, pour finalement être trahie et abandonnée. Mais elle pensa à Jay. Elle pensa à son rire, à son intelligence, à sa petite main tendue vers la sienne. Il était innocent dans tout cela. Elle laissa échapper un long soupir tremblant. « Ma mère ?» dit-elle d'une voix chargée d'émotion. « Je ne peux pas la laisser ici. Pas comme ça. »« Elle ne sera pas là, » dit aussitôt Albert. « J'ai déjà tout prévu. Le meilleur établissement privé de l'État, des soins neurologiques spécialisés, 24h24, de la musicothérapie, tout ce dont elle pourrait avoir besoin. C'est fait. Toutes tes dettes sont payées. Tes frais d'études d'infirmière seront pris en charge si et quand tu voudras revenir. Ce n'est pas une offre d'emploi, Grace. Ce sont des excuses. J'essaie de réparer le bazar que j'ai causé. » Il lui offrait la clé en or d'une vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais en regardant son visage, elle vit que ce n'était pas une transaction. C'était une supplication. Ce n'était pas un milliardaire cherchant à acheter une solution. C'était un père qui voulait désespérément sauver son fils. Lentement, Grace se leva. Elle se pencha et embrassa le front de sa mère. « Je reviens bientôt, maman, » murmura-t-elle. Elle se tourna vers Albert. « Allons voir notre garçon. » Le trajet de retour se déroula sans incident. Lorsqu'ils entrèrent dans le Penthouse, j'ai été dans le salon avec Maria, l'air petit et perdu dans le vaste espace. Il avait la tête baissée. « J'ai, » dit Grace doucement. Il releva brusquement la tête. Ses yeux s'écarquillèrent. Un son s'échappa de ses lèvres, un cri de joie pure et sans mélange. Il se balança sur sa chaise, les mains battantes d'excitation. Il tâtonna avec l'ordinateur, tapant avec une rapidité et une dextérité que personne ne lui avait jamais vues. 2 mots apparurent à l'écran. Grace à la maison. Grace se précipita vers lui, s'agenouilla et le serra dans ses bras. Jay entoura son cou de ses bras, la serrant avec une force qui la surprit, et enfouit son visage dans son épaule, comme il avait fait au restaurant. Albert les observait, les yeux remplis de larmes. C'était à cela que servait la richesse. Pas au pouvoir, pas au prestige, mais à cela. À la chance d'écrire une terrible erreur. À la chance de réunir une famille, séparée et brisée. La vie de Grace avait changé à jamais, mais en vérité, la sienne aussi. Elle n'avait pas seulement sauvé son fils. Elle l'avait sauvé de la prison de sa propre création. La véritable fortune, il le comprenait désormais, ne résidait pas dans son compte en banque, mais dans les cris de joie de son fils et la présence de la serveuse qui lui avait montré le vrai sens de la valeur. En fin de compte, ce n'était pas seulement l'histoire d'un milliardaire et d'une serveuse. C'était une histoire de dépassement des étiquettes, l'homme riche, la fille pauvre, le garçon handicapé, et de reconnaissance du cœur humain commun qui bat en chacun de nous. Albert Langdon a appris que son plus grand atout n'était pas sa fortune, mais sa capacité à faire confiance et à aimer. Et Grace Ali a découvert que sa plus grande force n'était pas sa résilience face aux épreuves, mais le pouvoir illimité de sa propre compassion. Elle n'est pas restée la simple compagne de Jay. Avec le soutien total d'Albert, elle a obtenu son diplôme d'infirmière et est devenue une thérapeute pédiatrique de premier plan, révolutionnant la prise en charge des enfants non-verbaux. Ensemble, ils ont créé la Fondation Elanena et Jay Langdon pour les soins compatissants, permettant ainsi à des milliers d'autres enfants de bénéficier de la leçon simple mais profonde qu'elle a enseignée. Parfois, la thérapie la plus puissante est un contact humain bienveillant. Leur histoire nous rappelle que la gentillesse est une valeur inestimable. Elle peut combler tous les fossés, guérir toutes les blessures et, dans les moments les plus inattendus, un simple acte d'empathie peut changer une vie, ou, dans ce cas, 3 à jamais. Si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages authentiques, inspirants et réconfortants. Quel a été votre moment préféré du parcours de Grace et Albert?